On a beau savoir à quel point elles font mal, on n'a pas pu s'empêcher de retomber dans le piège. On avance les yeux bandés vers l'abîme de la guerre. Il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine et de Gaza. La guerre s'intensifie partout. Une nouvelle étude faisant autorité révèle qu'il y aura 183 conflits régionaux et locaux en cours en 2023, le nombre le plus élevé depuis 3 décennies. Les États voyous risquent le burn-out s'ils continuent à bosser comme ça. Déjà, la Russie a envahi un pays souverain au cœur de l'Europe et menace de lancer une bombe nucléaire sur Paris. Elle prétend même que sans elle, la Belgique n'existerait pas. La Belgique est apparue sur la carte grâce à la Russie, estime Vladimir Poutine. L'Iran, lui, utilise ses proxys pour déstabiliser le Moyen-Orient et torpiller l'accord de normalisation israélo-saoudien. Il a soutenu l'attaque terroriste du Hamas contre la population civile israélienne le 7 octobre. Il arme et finance les rebelles Houthis du Yémen qui prennent en otage les navires marchands qui traversent la mer Rouge. Et il fait peser la menace d'un conflit frontal entre l'État hébreu et le Hezbollah libanais. Gaza, le Somaliland, Taïwan, le Venezuela, les théâtres de guerre sont partout, notamment en Afrique. Et puis, sur Diplo, on t'a mentionné plusieurs fois à quel point le risque d'une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN sur le sol européen était élevé. Ça ne vient pas de nos équipes, mais des services de renseignement européens. La Russie pourrait attaquer un pays de l'OTAN d'ici 3 à 5 ans, prévient le Danemark. Mais tu penses que l'Union européenne a réellement les capacités militaires de se défendre face à une agression russe si Trump est réélu et s'il met sa menace à exécution? Tu sais, celle de lâcher l'Europe si la Russie attaque. Alors qu'est-ce qu'il adviendrait de nous sans le parapluie défensif des États-Unis? On t'en a parlé à plusieurs reprises. Et entre l'état actuel des forces armées allemandes et celle de la France, l'avenir de la défense européenne est pas brillant. Et puis évidemment, on n'inclut pas le Royaume-Uni depuis le Brexit. Il y a toujours les investissements massifs de la Pologne, mais à elle seule, elle ne parviendra pas à contenir l'ogre russe. Alors, pour être tout à fait honnête, on pense qu'en cas de guerre ouverte, les armées européennes finiraient par l'emporter, tout simplement parce qu'elles sont mieux équipées, plus en avance technologiquement et mieux préparées. Sauf que notre talon d'Achille, c'est notre capacité industrielle. D'ailleurs, si une telle situation venait à se concrétiser, il est très probable que ça se réglerait rapidement à la table des négociations. Se faire la guerre, ce ne serait bon ni pour l'Europe, ni pour la Russie. Du coup, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de force de dissuasion pour décourager la Russie d'attaquer le territoire européen, que ce soit l'Estonie ou la Lituanie. On va pas se voiler la face, les gouvernements européens sont inquiets, et à juste titre. Pour la première fois en 2024, les alliés européens de l'OTAN consacreront 2% de leur PIB combiné aux dépenses de défense. La dure réalité, c'est que ça fait des décennies que l'industrie européenne de la défense est à la traîne. La plupart des pays européens ont sous-investi dans ce domaine, ce qui a pour conséquence que leurs armées se retrouvent avec un matériel vieillissant et inadapté aux enjeux actuels. Du coup, chez Diplo, on s'est posé quelques questions. Pourquoi y a-t-il un tel écart entre l'industrie US de la défense et celle de l'Europe? Que pourraient faire les États européens pour la revitaliser? Et surtout, en seront-ils réellement capables? On t'explique tout dans cette vidéo, mais d'abord, pense bien à t'abonner, à liker et à activer la petite cloche des notifs pour pas louper les prochaines vidéos. Si tu veux taper la discute, tu peux aussi nous écrire sur Insta ou laisser un commentaire sous la vidéo. Allez, c'est parti! Une industrie à la retraite. Le tournant dans le mindset européen sur les questions de défense, c'est l'annexion russe de la Crimée en 2014. Cette année-là, les gouvernements européens ont compris que la normalisation des relations avec la Russie n'était qu'une illusion, que le pays ne pouvait pas pleinement incorporer la communauté politique internationale. Le Kremlin avait tombé le masque. La Russie était devenue un État voyou. Dès cette année-là, on a observé une intensification des investissements dans la défense. Pas qu'en Europe d'ailleurs, mais partout sur la planète. Or, ceux qui ont le plus bénéficié de cette tendance, forcément, ce sont les fabricants d'armes. Entre 2014 et 2019, les 100 plus grandes entreprises du secteur ont vu augmenter leurs revenus de 36%. Évidemment, cette évolution ne s'est pas produite partout de la même manière. Alors que les grandes puissances industrielles de l'armement ont maximisé leurs profits au point d'atteindre une hausse de plus 50%, les groupes européens ont quant à eux stagné autour des 100 milliards de dollars de revenus annuels, même qu'ils ont perdu 7% du marché mondial de l'armement. Donc, tandis que les groupes nord-américains ou asiatiques consolident leur domination sur cette industrie, les Européens n'arrivent même pas à suivre le rythme d'il y a 5 ans. Alors pourquoi est-ce que les acteurs du complexe militaro-industriel européen sont tellement à la traîne? Mais en fait, il y a plusieurs raisons.
Déjà, le premier facteur, c'est celui de la préférence nationale, une sorte de protectionnisme qui pousse les gouvernements européens à préférer les PME du secteur plutôt que les grands groupes étrangers. À prime abord, l'idée paraît bonne, pour des raisons de sécurité nationale, mais aussi pour réinjecter des fonds dans l'économie locale et garantir les emplois, les pays européens préfèrent acheter le plus près possible de chez eux, sauf exception. Sur le papier, c'est logique. Sauf que ça pose des problèmes. Alors d'accord, les USA font pareil, à tel point qu'aujourd'hui, le complexe militaro-industriel Made in USA est le plus puissant du monde. Sauf que les boîtes US ont pas la même taille que les boîtes allemandes, italiennes ou espagnoles. Du coup, elles ont pas non plus la même capacité de financement pour investir dans l'outillage industriel, les lignes de production et la recherche et développement. Avec une population 25% plus faible que celle de l'Union européenne, les États-Unis ont un PIB nettement plus élevé. En vrai, ça aurait plus de sens d'envisager les USA comme un ensemble sous-continental plutôt qu'un seul pays. Ça n'a strictement aucun sens de comparer l'économie française à l'économie US. Par contre, l'économie de l'Union européenne dans son ensemble, c'est déjà plus pertinent. Par ailleurs, les USA ont investi beaucoup plus que l'UE dans leur défense. Ça veut dire qu'ils commandent beaucoup plus régulièrement et de surcroît des volumes plus importants d'équipements et de fournitures militaires. Alors que l'ensemble des États européens ont dépensé un peu moins de 480 milliards de dollars pour leur défense en 2022, les États-Unis ont pour leur part dépensé environ 800 milliards de dollars, soit presque 2 fois plus. Forcément qu'avec un marché aussi vaste, les USA ont pu réaliser d'importantes économies d'échelle par rapport aux Européens. Et puis, contrairement aux fabricants européens, les groupes industriels US sont quasiment assurés de signer des contrats, et en plus sur le très long terme. Du coup, forcément que c'est plus facile de se projeter dans l'avenir et d'investir dans la recherche, le développement et l'innovation. Évidemment que toutes les conditions sont réunies pour faire du complexe militaro-industriel états-unien un titan. En fin de compte, la plus grosse différence entre les industries européennes et états-uniennes de la défense, c'est ce qu'on appelle la fragmentation. Comme les entreprises européennes sont plus petites et que leur marché est plus limité, c'est tout de suite plus compliqué d'investir à long terme dans la recherche et le développement et surtout de conserver les lignes de production à 100% opérationnelles. Les volumes d'achat sont inférieurs à ceux du marché US et les contrats sont plus irréguliers. La concurrence est féroce avec parfois plusieurs centaines d'entreprises européennes pour le même créneau. L'une des pistes que les gouvernements européens pourraient explorer pour consolider leur industrie de défense, c'est d'abandonner cette politique protectionniste pour se concentrer sur des critères plus techniques et moins politiques. D'ailleurs, sur les 10 plus grands fabricants d'armement au monde, 6 sont états-uniens et une seule est européenne, le britannique BAE Systems. Les 3 autres sont pour des raisons évidentes chinoises. Forcément, avec une population d'1,4 milliard d'habitants et la politique expansionniste du Parti communiste chinois, les investissements dans la défense ont augmenté de 63% sur la dernière décennie. Bref, revenons à la fragmentation du marché européen. En fait, il y a un autre effet encore plus indésirable de cette politique économique. Les groupes européens, même les plus importants comme l'italien Leonardo, le français Thales et l'allemand Rheinmetall, n'ont tout simplement pas un catalogue assez épais pour couvrir à eux seuls tous les besoins de leurs clients. Donc, si la France passait commande pour s'équiper en radars, en sous-marins et en missiles, elle serait obligée de s'adresser à plusieurs groupes différents. Bon, déjà, le premier souci, c'est que même en investissant des milliards, la France ne pourrait jamais lancer un appel d'offres à la hauteur de la première puissance militaire au monde. En soi, ça ne devrait pas poser problème, mais comme on a dit que pour que la comparaison avec les États-Unis soit pertinente, fallait prendre l'Europe dans son ensemble. Or, les armées européennes ont beau collaborer ensemble, elles ne s'équipent pas partout pareil. Certaines privilégient le prix, d'autres le nombre et d'autres la qualité. Alors, elles ont beau respecter les normes définies par l'OTAN, il y a quand même des disparités entre les différents armements. Et sur le champ de bataille, cette diversité de l'armement risque de se ressentir. Après, ça n'a pas empêché de tout petits pays comme Israël de développer une industrie de la défense extrêmement puissante. Et c'est là qu'entre en jeu le troisième facteur derrière le retard de l'industrie militaire européenne, la nature des dépenses. Par exemple, les armées européennes s'étaient fixées pour objectif d'investir au moins 35% de leur budget combiné dans la modernisation de leur équipement. Sauf qu'en 2021, elles ont à peine atteint les 18%.
En gros, plutôt que d'innover et d'améliorer nos capacités défensives et offensives, l'essentiel du budget défense de l'Union européenne est consacré à la rémunération des effectifs militaires et à l'administration. Du coup, ça fait moins de sous pour l'industrie européenne de la défense. T'imagines si l'objectif des 35% d'investissement dans des nouveaux équipements était atteint à la place des 18% actuellement? Ça serait le double. Les groupes industriels européens feraient 2 fois plus de profit. Tant et si bien que ce soit avec eux qu'on commerce. Et ils pourraient bien réinjecter tous ces profits dans la R&D. N'empêche que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a rabattu les cartes. Depuis, l'industrie européenne de la défense est en pleine métamorphose. L'Europe traîne en queue de peloton. La principale motivation d'une entreprise pour investir dans la R&D, c'est la perspective de profit encore plus important derrière. C'est comme ça dans tous les secteurs, pas uniquement celui de l'armement. C'est pour ça que ces dernières années, la Commission européenne a mis en place plusieurs programmes pour renforcer l'industrie européenne de la défense. Sauf que ces plans d'investissement représentent des sommes dérisoires face aux besoins réels de l'industrie. C'est surtout une manœuvre politique pour sauver les apparences plutôt qu'une véritable réorientation de la politique commune de défense. Et si tu penses que j'exagère, il y a des arguments concrets pour appuyer mon propos. Le FED, le Fonds européen de défense, est destiné, je cite, à favoriser la compétitivité et la capacité d'innovation dans le domaine de la défense avec un budget de tout juste 8 milliards d'euros à répartir sur 7 ans. C'est un peu plus de 1 milliard d'euros par an pour l'ensemble de l'industrie européenne de la défense. Pour bien capter à quel point cette somme est insignifiante, faut savoir que ce milliard d'euros par an ne représente que 0,4% des dépenses annuelles en défense de l'ensemble des pays de l'Union européenne. 0,4%. Donc, vu le retard évident en la matière, la communauté européenne a décidé de prendre les choses en main et d'adopter une nouvelle stratégie industrielle. Toute première stratégie industrielle de défense et un nouveau programme pour l'industrie de la défense visant à renforcer la préparation et la sécurité de l'Europe. La stratégie industrielle européenne de défense, ou EDIS, est un plan qui vise à soutenir les industries d'armement des États membres. Alors, comment ça marche? En fait, l'idée c'est que les États membres formulent une demande commune et constante d'équipement de défense via des programmes d'achat conjoints à long terme. L'impact de cette nouvelle politique industrielle européenne est à double tranchant. Il y a du positif comme du négatif. Commençons par le côté négatif. Déjà, ça implique une centralisation des décisions au sein même de la Commission européenne, ce qui les expose inévitablement au débat, voire au blocage par certains États membres, même que certains d'entre eux associent cette initiative à celle qu'avaient les dirigeants de l'Union soviétique. La Commission n'a pas besoin d'encourager cela. Les gouvernements passeront des commandes, les entreprises de défense investiront dans leurs capacités et vendront leurs produits. C'est ainsi que fonctionnent les économies de marché. Ce style d'économie planifiée n'est pas nécessaire. Diplomate européen sous anonymat. Surtout que la première ministre estonienne Kaja Kallas a insisté pour que ce plan soit lancé avec un investissement initial de 100 milliards d'euros. L'idée, c'est que l'UE émette des Eurobonds, des obligations européennes, ce qui lui permettrait ensuite de financer des achats communs pour les États membres. Sauf que pour l'instant, Berlin et Amsterdam s'y opposent. Les Pays-Bas ne sont pas favorables à l'émission d'une nouvelle dette commune. Le financement des dépenses de défense n'est pas une réponse à une crise, mais une réponse politique à des défis structurels. Par conséquent, le recours à la dette commune n'est pas la solution la plus appropriée. Ministère néerlandais des Finances. Le problème, c'est qu'on n'est pas certain que les États membres parviennent à se mettre d'accord sur les investissements prioritaires pour réellement consolider leur capacité défensive collective. Mais le simple fait que la proposition soit mise sur la table est un bon signe. On est sur la bonne voie pour construire une défense européenne souveraine. En revanche, il y a quelques obstacles de taille à surmonter. Le premier, c'est que si l'on se penche sur les achats de fournitures militaires réalisés par les États membres de l'UE, depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, les 3/4 de ces acquisitions proviennent non pas des pays membres de l'UE, mais de pays tiers non européens. À eux seuls, les États-Unis absorbent 63% des achats, ce qui représente des dizaines de milliards d'euros. Donc, au moment le plus critique, où les États européens ont besoin de se réarmer, plutôt que de relancer l'industrie européenne de la défense, on achète nos armes à l'étranger. C'est dommage parce qu'en plus de ne pas renforcer notre propre capacité industrielle et donc nos moyens de nous défendre, ce sont des milliers d'emplois qui ne sont pas créés sur le sol européen.
Pareil pour les avancées technologiques qui accompagnent habituellement les progrès dans la recherche et développement avec application à la fois civile et militaire. Donc forcément, la classe politique européenne sait qu'elle n'a pas intérêt à promouvoir de trop grosses enveloppes destinées à la défense, vu qu'électoralement, ça rapporte que dalle. Du coup, on privilégie des postes de dépenses dont la couverture médiatique est plus positive et dont l'impact sur le terrain est beaucoup plus palpable. En conséquence, la EDIS, la European Defense Industrial Strategy, prévoit qu'au moins la moitié de son budget soit consacré à des achats auprès de fournisseurs européens. Et l'objectif d'ici 2035, c'est d'atteindre les 60%. Et concernant les achats groupés, la EDIS prévoit qu'au moins 40% des achats de défense soient réalisés en commun. Alors pourquoi est-ce que c'est un signal positif? Si le plan est bien exécuté, il permettrait à l'UE de renforcer son industrie européenne en facilitant la conclusion de contrats plus volumineux, plus cohérents, plus fréquents et qui s'étaleraient sur le long terme. Les entreprises de la défense, qu'elles soient petites ou grandes, auraient donc plus de visibilité sur leur avenir et pourraient davantage investir dans la R&D. Et puisqu'on manque de munitions et d'équipements militaires, c'est l'occasion idéale pour relancer notre industrie européenne de la défense plutôt que d'aller renflouer les caisses de l'oncle Sam comme on l'a fait jusqu'à présent. Alors d'accord, on pourrait nous reprocher d'encourager une forme de protectionnisme. Si tel est le cas, ils auraient pas tort. Mais l'industrie de la défense présente deux caractéristiques très particulières. La première, c'est que c'est une industrie qui concentre énormément de capital. Les contrats peuvent se chiffrer en centaines de millions d'euros, voire en milliards. Ensuite, cette industrie dépend presque entièrement des capitaux publics. C'est un marché qui s'adresse aux États. Il est fermé au secteur privé, mis à part les fabricants. Bref, on observe ci et là des signes encourageants. L'Union européenne semble avoir réalisé la précarité de son complexe militaro-industriel. Et il a fallu une guerre sur le sol européen pour qu'elle s'en rende compte. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Rheinmetall prévoit des ventes records dans un contexte de situation de menace changeante en Europe. Après, de nombreuses questions restent en suspens, à commencer par savoir si les 100 milliards d'euros initiaux suffiront à combler les faiblesses défensives des États européens. Est-ce que les États membres de l'UE parviendront à se mettre d'accord pour réaliser conjointement 40% de leurs dépenses militaires? On le saura bien assez vite parce qu'avec le risque que Trump soit réélu à la Maison Blanche fin 2024 et vu sa déclaration qu'il n'interviendrait pas en cas d'attaque russe contre un pays européen, on n'a pas trop le choix. On doit prendre en main notre propre défense. Est-ce qu'on y parviendra? Compte sur nous pour te tenir informé. Maintenant, à ton tour, tu penses que Bruxelles parviendra à convaincre les États européens de la nécessité de grouper nos achats de matériel défensif? Est-ce qu'il y a d'autres pistes pour développer notre industrie européenne de la défense? Merci pour ton écoute, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à partager et à liker. Et nous, on te dit à très bientôt. Tchuss!